Que sait-on de la vie des femmes amérindiennes avant l'invasion des hommes blancs? En réalité, bien peu de choses. Tandis que les femmes occidentales étaient alors totalement dépendantes de leur mari et assignées un rôle secondaire, les femmes des Premières Nations étaient au contraire parfaitement autonomes. Les premiers conquérants portaient un regard méprisant envers les peuples autochtones. Pour eux, les hommes étaient tous des sauvages et les femmes des animaux servant aux tâches domestiques. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que l'on commença à remarquer que ce n'était évidemment pas le cas. En réalité, les femmes amérindiennes occupaient une place quasiment égale à celle des hommes. Dans certaines tribus, comme les Iroquois ou les Hopis, elles possédaient même un pouvoir considérable, notamment en matière de propriété et de décision politique. Cette indépendance et cette liberté au féminin intrigua les femmes occidentales au point que certaines d'entre elles se rendirent dans des réserves où elles purent effectivement observer l'état plus avancé des femmes dans les sociétés amérindiennes. Le constat fut tel que les suffragettes américaines au début du XXe siècle s'inspirèrent de ce modèle de société pour revendiquer à leur tour leurs droits. En raison de leurs tâches et responsabilités, les femmes amérindiennes représentaient la base de l'organisation sociale de leur tribu. Elles étaient également les gardiennes de la culture et des traditions ancestrales. Les écrits laissés par les premiers explorateurs décrivaient souvent de manière critique cet espace de liberté et ce degré d'autonomie dont les femmes autochtones jouissaient au sein de leurs sociétés respectives. Chez les Iroquois, par exemple, c'était leur nom qui était transmis aux enfants, tandis qu'elles étaient propriétaires de leurs maisons et des champs cultivés. Elles maintenaient en outre la cohésion du clan et pouvaient exercer une influence significative sur les hommes. On retrouve même des femmes chefs de tribu, notamment chez les Algonquins. Dans de nombreuses tribus, les femmes participaient activement à l'économie locale, notamment par la cueillette de plantes, la chasse de petits animaux, la fabrication d'objets artisanaux et la culture de certaines plantes. Leur contribution était tout simplement indispensable à la survie du groupe. Cela étant, leur tâche quotidienne était souvent rude. Si dans son enfance la petite fille bénéficiait de la même liberté qu'un garçon, tout changeait en revanche à l'âge de la puberté. Dès lors qu'elle devenait une jeune femme, elle devait faire des enfants, les élever, cuisiner, semer, récolter, aller chercher de l'eau, fabriquer divers ustensiles et confectionner des vêtements. Autre exemple de la diversité des rôles chez les femmes amérindiennes. Dans la nation Choctaw, ce sont en général les femmes les plus âgées qui désignaient le chef de clan, tandis que dans la nation Sioux, certaines femmes pouvaient décider de se joindre aux guerriers et même de prendre part au combat. L'adultère était sévèrement réprimé chez les têtes plates, alors qu'il était parfaitement admis chez les Hopis. Enfin, dans certaines tribus, comme les Lakota, les femmes avaient la liberté de quitter leurs époux quand elles le souhaitaient. Notez qu'aujourd'hui, beaucoup d'Amérindiennes élèvent encore seules leurs enfants ou se remarient plusieurs fois sans aucune amertume envers leur ex-mari. De génération en génération, les femmes autochtones ont pris une certaine habitude du combat, dans la paix comme dans la guerre. Tout comme les hommes, elles furent victimes d'un double génocide meurtrier et culturel mené par les colons européens. C'est ainsi qu'un programme de civilisation forcée des autochtones d'Amérique du Nord fut instauré au XIXe et XXe siècle par le gouvernement fédéral. L'objectif était d'assimiler les enfants autochtones en effaçant leur culture, leur langue et leurs traditions. Zitkalachah, native du Dakota, rebaptisée plus tard par des missionnaires Gertrude Simons-Bonin, fut l'une des nombreuses victimes de ces institutions inhumaines appelées pensionnats autochtones, dont beaucoup ne revinrent jamais. Écrivaine, éditrice, enseignante, activiste politique, mais surtout musicienne,
Elle composa le premier opéra amérindien intitulé « La danse du soleil ». Voici un extrait de son précieux témoignage lors de son arrivée au pensionnat autochtone. J'appris que l'on allait nous couper les cheveux. Nos mères nous ont appris que seuls les piètres guerriers étaient rasés par leurs ennemis. Chez nous, les cheveux ras étaient portés par les endeuillés et par les lâches. Je pleurais en secouant la tête, jusqu'à ce que je sente la lame froide des ciseaux coupant mes grosses nattes. C'est alors que je perdis l'esprit. Depuis le jour où j'avais été arraché à ma mère, j'avais supporté de grandes indignités. On m'avait dévisagé, bousculé dans tous les sens comme une poupée de chiffon. Et maintenant, mes longs cheveux étaient coupés comme ceux d'un lâche. Dans mon angoisse, je pleurais ma mère, mais personne ne vint me réconforter. Dorénavant, je n'étais plus qu'un petit animal dans le grand troupeau, conduit par un berger. Cette éducation forcée dispensée aux Indiens donna naissance à des résistants, mais également à des résistantes. Ces filles amérindiennes ont été suffisamment fortes et intelligentes pour prendre le meilleur de ce qu'on leur a imposé et s'approprièrent ce savoir venu d'ailleurs pour ne pas laisser mourir une civilisation désormais enfermée dans des réserves. Ce qu'elles apprirent, elles le mirent au service des leurs. Ce qui frappe chez les femmes amérindiennes, c'est leur richesse ainsi que leur liberté d'expression rapportée par les ethnologues, des témoignages dont on ne retrouve pas d'équivalent ailleurs. Il est vrai qu'un guerrier battu n'était plus rien, juste un fantôme. La puissance de survie de ces femmes exceptionnelles leur a en revanche permis de continuer à s'exprimer et c'est sans doute ce qui explique aujourd'hui leur présence comme leader, artistes, avocates, médecins ou professeurs. Leurs paroles et leurs visages illustrent de manière poignante la sagesse, la force et la beauté d'âme qui les caractérisaient, à l'instar de Suzanne Laflèche-Picotte, première doctoresse amérindienne à la fin du XIXe siècle. Voici ce qu'elle dit à la fin de sa vie. « J'espère qu'en lisant nos légendes, les gens essayeront de s'imaginer eux-mêmes sous une tente, avec la lumière du feu qui flamboie de temps en temps, créant d'étranges effets de lumière sur les visages attentifs des auditeurs en empathie avec l'histoire dont ils suivent le rythme. Et ils réaliseront que nous avions ces histoires et ces légendes à la place des cours de sciences et de littérature. No.